Mesdames, Messieurs, comme on a dit au début de notre édition, pour aujourd'hui, nous allons consacrer notre édition afin de parler d'un projet qui s'avère très important pour Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi actuellement, c'est comment investir dans l'être humain, dans les Égyptiens, afin d'avoir une génération bien établie, bien construite, bien formée, et afin de pouvoir aider notre pays, l'Égypte, à travers cette nouvelle génération. Et afin de parler de ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Nermina Adel Torfa, formatrice et interprète. Bienvenue à notre programme. Bonsoir, merci. Et je commence avec ces résultats des Nations Unies qui ont qui ont présenté un rapport sur les résultats de leurs travaux en Égypte en 2018-2019 en faveur du développement durable, dans lequel elles ont jeté la lumière sur les priorités de la stratégie du développement durable, Vision d'Égypte 2030, et déterminée par le partenariat établi avec le gouvernement égyptien pendant la période 2018-2022 et basée sur 4 domaines qui sont le développement économique global, la justice sociale, durabilité de ressources écologiques et bien sûr naturelles, ainsi que l'autonomisation de la femme. Alors ce sont des axes très importants et le président Abdel Fattah el-Sisi, dès son premier mandat, il était clair avec la nation en parlant de ces axes et comment nous allons les développer et évoluer ensemble en ce qui concerne ces dossiers. Commençons par les jeunes, puisque là aujourd'hui on est tous heureux par une nouvelle que les jeunes Égyptiens, ils ont remporté le championnat de handball moins de 19 ans. Ça signifie que la nouvelle génération est sur la bonne voie et qu'on a bien investi dans cette génération. Vous êtes formatrice et interprète, bien sûr vous côtoyez des jeunes chaque jour. Parlez-nous un peu de comment voyez-vous la transformation en ce qui concerne l'importance des jeunes et de leur rôle au sein de la société actuellement. Comme vous venez de dire, on commence par dès le premier discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il était très clair, il a très bien su comment sortir sa carte de futur. Dès son premier discours, il était très clair pour sa planification, puisqu'il a proposé plusieurs projets pour soutenir et améliorer la société, que ce soit l'être humain ou bien l'économie, le logement, le transport, l'énergie, dans plusieurs domaines. Comme vous savez, dès 1952, il y avait des projets qui se sont abondés effectivement auprès de la phase de l'ex-président Moubarak. Et il y a des projets qui se sont abandonnés aussi. Avec la planification du président Abdel Fattah el-Sisi, il a lancé plusieurs initiations dans tous les domaines, comme le domaine de l'énergie, comme le domaine de l'économie, le transport, le développement des routes même. Et il y a des raisons pour chaque établissement ou bien chaque planification pour chaque projet, comme vous venez de dire. Pour la jeunesse prend un très grand intérêt pour le président. Pourquoi? Parce qu'à partir le printemps arabe, comme vous savez, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis les jeunes d'acquérir au sommet des intérêts de l'État pour participer au futur pays ou bien pour être les chefs de l'avenir de leur pays. Parmi les recommandations des Nations Unies ou le plan d'action commun pour la justice sociale, il y a plusieurs recommandations, parmi lesquelles tous destinés bien sûr aux enfants, adolescents et jeunes bénéficiant d'un bon enseignement et également d'une bonne fourniture et de services, sécurité alimentaire et bien sûr santé et reproductive pour tout le monde. Parmi lesquels également la participation des jeunes aux activités civiles. Alors on a vu par exemple plusieurs initiatives, on a vu le Forum des jeunes, on a vu une initiative lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi intitulée Haya Karima ou Vie digne, qui
vise à lutter contre les bidonvilles, contre toute sorte de vie pas digne d'un être humain en Égypte au cours du XXIe siècle. Aujourd'hui également, il y avait une rencontre entre le président de Fattah el-Sisi, le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre de l'Éducation Tariq Shawqi afin de parler de l'année scolaire à venir. Et ça, c'est une première, que le président, le chef de l'État s'intéresse à la vie scolaire de la nouvelle génération, ce qui signifie qu'un intérêt accru à l'enseignement est accordé actuellement par le gouvernement et par le président. Et bien sûr, c'est à l'intérêt de toutes les familles en Égypte. Comme vous savez, pour la jeunesse occupe presque 41% du secteur de la société égyptienne. Il a donné son intérêt à la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, c'était sans doute les étudiants d'hier. Donc, on ne peut pas séparer la vie scolaire ou bien la vie dans les écoles ou bien la vie des étudiants de la vie des jeunes qui sont le futur de l'Égypte. Comme vous venez de dire, il a insisté et il a soutenu sur l'idée d'encourager la jeunesse et les jeunes pour acquérir à un certain niveau de culture dans la vie scolaire. C'est comment faire l'équilibre entre les programmes qui existent dans les livres ou bien les programmes qu'on enseigne dans les écoles et la vie réelle et la culture de la société égyptienne. Il faut faire un lien entre les deux pour arriver à un point commun entre la génération qui tient un certain niveau, un certain niveau d'éducation dans les écoles et pour l'avenir des jeunes à l'université. Comme vous venez de dire, plusieurs forums entre les jeunes, forums des jeunes, et plusieurs conférences, et plusieurs plans pour mettre les jeunes et faire des jeunes les chefs de l'avenir de l'État. Et aussi, on a l'Académie des jeunes où il y a l'entraînement de graves nombres de jeunes du pays pour les mettre sur le champ ou le chemin de l'autorité, c'est-à-dire tout simplement l'autorisation des jeunes. Également, parmi les points les plus importants pour bâtir ou construire l'être humain en Égypte, l'autonomisation de la femme s'avère très importante et c'est un plan d'action complet qui est reflété à travers des défis en ce qui concerne le développement politique, économique et social pour toutes les femmes en Égypte. Comment voyez-vous l'état de la femme en Égypte actuellement? L'état de la femme est beaucoup plus avancé. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autorisation de la femme. Il y a, comme vous savez, 8 ministres femmes et il y a des gouverneurs, il y a 66 au Parlement et il y a presque 80 dames juges en Égypte. Donc le rôle de la femme égyptienne est très très bien soutenu auprès qu'autrefois. Elle a pu acquérir à ses droits, elle a pu jouer un rôle comme chef d'État, comme chef de politique dans tous les domaines, comme vous venez de dire. Donc le rôle de la femme égyptienne a eu... Pourquoi? Parce que simplement, elle fait le rôle, plusieurs rôles, le rôle de l'homme et de la femme, comme vous voyez. Donc, on ne peut pas négliger le rôle de la femme égyptienne et le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi auprès des femmes et l'estime des femmes en Égypte. Et parmi également les initiatives lancées par Monsieur le Président, il existe l'initiative Haya Karima ou Vie digne. C'est une initiative qui encourage non seulement une vie meilleure à travers des logements, par exemple, pour les familles les plus démunies, mais également en encourageant les projets, les micro-projets, également les moyens et petites entreprises pour les jeunes et pour les familles afin de lutter contre le chômage. Selon vous, quelles sont les étapes à réaliser en ce qui concerne ce programme? Pour ce programme, je vois que c'est une étape très humaine auprès du président Abdel Fattah el-Sisi parce que c'est la lutte contre la pauvreté d'une façon un petit peu digne
pour garder la dignité des pauvres et lutter contre le chômage. Pour prendre des étapes, il faut faire des conditions, mais des conditions simplifiées, pas très compliquées pour les familles qui ne peuvent pas acquérir à leur salaire mensuel ou bien vivre comme il faut. Donc, à travers ces conditions-là, comme vous voyez, il a mis de simples conditions pour aider les pauvres familles à faire de petits projets pour qu'ils puissent vivre sans avoir besoin de laisser les enfants sans éducation, parce que la plupart des pauvres, la femme qui travaille, et pour les hommes, comme ouvriers, un jour il travaille, autre jour il est à la maison. Donc je vois que c'est un projet très important qui peut garder l'estime même pour les familles pauvres. Bien sûr, la santé est un des piliers du développement durable et un des piliers de la construction de l'être humain, surtout en Égypte. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, le gouvernement, accorde une très grande importance et un très grand intérêt à ce projet afin de mieux parler en détail de la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire et également en ce qui concerne tout ce qui est programme de santé et lancé actuellement comme la campagne contre l'hépatite C et autres. Nous avons contacté par téléphone le docteur Mohamed Nasr, membre du haut comité du parti Ouafd et également membre du comité chargé de la ratification de la loi concernant la santé. Bonsoir, docteur Nasr. Bonsoir. Alors, on parle du côté santé en ce qui concerne les programmes du développement durable en Égypte et nous voudrions savoir beaucoup plus en ce qui concerne les détails de ce programme qui sera offert à tous les Égyptiens. Bon, écoutez, le système, la nouvelle loi de sécurité sociale, ce n'est pas une loi seulement pour la sécurité sociale. C'est une réorganisation du système de santé. Oui. C'est une réorganisation du système de santé, une réorganisation du système de la formation des médecins, des infirmiers et du personnel et des techniciens, etc. C'est une restructuration du système de médecins de famille pour établir un système de prévention et de dépistage précoce des pathologies au stage où le traitement, d'une part, ne coûte pas cher et d'autre part, il donne de meilleurs résultats et un meilleur taux de guérison. Donc, je crois que, étant donné que c'est un projet gigantesque, on a commencé par un gouvernorat, le gouvernorat de Port Saïd, qui est un petit gouvernorat d'1 million d'habitants. Comme ça, il faut essayer ce nouveau système de restructuration du système de santé en Égypte. Et après, on va étendre ce système à d'autres gouvernorats pour couvrir l'Égypte d'ici quelques années. Oui, alors il existe actuellement plusieurs campagnes concernant la santé des Égyptiens. On a vu une première campagne pour la lutte. Oui, cette campagne elle est provisoire pour, en attendant l'application de la sécurité sociale globale, mais en général, elle va après tous ces dépistages et toutes ces campagnes de dépistage, de prévention et de traitement de l'hépatite C va passer par le médecin de famille. Oui. Donc, en attendant le développement du système de médecins de famille sur tout le territoire, on a commencé par ces campagnes, mais en général, tout va être pris en charge par le nouveau système de sécurité sociale et par l'établissement du système de médecins de famille. Oui, quand vous venez de le mentionner, ces campagnes prennent place jusqu'à ce qu'on puisse mettre en réalisation totale et intégrale le système de sécurité sociale et de santé qu'on attend nous tous en Égypte. Et c'est vraiment un modèle à suivre, c'est-à-dire que les campagnes qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, il faut être précis pour dire qu'actuellement, il y a quand même un système de santé en Égypte qui existe. Il y a un système de sécurité sociale déjà existant qui a existé depuis 1964. Mais la seule différence, c'est que le système de sécurité sociale qui a commencé en 1964
il prend en charge les travailleurs. Avec ce nouveau système, il va prendre en charge les travailleurs et leurs familles. Et tout citoyen qui a une carte d'identité nationale sera pris en charge par ce système de sécurité sociale. S'il est capable de payer la cotisation, il va bien payer. S'il n'est pas capable de payer la cotisation, c'est l'État qui va lui payer sa propre cotisation. Oui. Alors, parfait, merci bien pour ces précisions, docteur Mohamed Nasr. C'est moi qui vous remercie. Et on continue avec notre invitée pour aujourd'hui, Madame Nermina Deltofa. Là, on a parlé de plusieurs campagnes avec Dr Nasr concernant la santé des Égyptiens. Première campagne, c'était le dépistage de l'hépatite C et la guérison de tous les malades avec les médicaments offerts gratuitement. Aux Égyptiens, et également d'autres initiatives ont été lancées sous la houlette du président Al-Fatah Sisi. Il existe deux campagnes connues jusqu'à maintenant, une concernant la vue, soigner les yeux des Égyptiens, une deuxième pour consacrer et dédiée à la femme, la santé de la femme, tout ce qui concerne son hygiène et également sa psychologie. Alors, selon vous, bien sûr, la femme est la moitié de la société. Oui. Elle peut être la moitié de la campagne des yeux ou de l'hépatite C, mais on a choisi de lui consacrer une campagne à elle. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que, comme vous savez, la plupart du temps de la femme égyptienne est devenue toujours divisée entre sa famille et son travail. Elle ne trouve pas le temps de s'occuper d'elle-même. Comme vous voyez, vous avez vu l'annonce des campagnes à la télévision, ils ont indiqué qu'ils ont fait, ils ont joué un rôle d'une femme égyptienne qui est occupée et surchargée tout le temps par les travaux de la maison et des enfants. Et elle ne trouve pas le temps de s'occuper de sa santé. C'est pour cela on a fait des compagnies pour s'occuper de la santé de la femme égyptienne, parce qu'elle est surchargée tout le temps avec des responsabilités, comme on vient de dire, les rôles de l'homme, parfois l'homme et la femme à la même temps. Oui. En même temps, pardon. Oui. Également, en ce qui concerne la campagne lancée intitulée Haya Kalima, il s'agit également d'un point très important qui était un des obstacles du développement économique au fur et à mesure des années, c'est l'inclusion financière. On avait une économie en parallèle qui ne figurait pas sur le PNB du pays, de l'État, puisqu'il n'y avait pas vraiment, ou il y avait une tranche de la société qui n'a pas de transaction avec les institutions financières. Avec la campagne de l'inclusion financière, toute une gamme de services est offerte à toute la population, et afin de bien avoir la transparence en ce qui concerne l'économie, et afin de donner vraiment l'aide où elle doit être donnée. Selon vous, comment les Égyptiens ont-ils accueilli cette campagne d'inclusion financière? On vient de citer le premier discours du président Fatah Sisi. Il a annoncé ces méga-projets qui contiennent l'énergie, le transport, la création d'une nouvelle capitale administrative, qui sont sans doute aidés à faire travailler plusieurs ouvriers, plusieurs membres de famille. Quand on parle des familles qui ont un niveau un petit peu pauvre, comme vous venez de dire, ou bien à travers ces projets-là, on peut trouver des chances de travail, on peut lutter contre le chômage, on peut avoir des chances même pour les femmes de ces familles-là. Avec ce projet aussi, on peut faire des études sur les cas des familles, on peut rassurer leur point de vue concernant leurs besoins de vivre, et avoir, comme vous venez de dire, la moindre des choses dans leur vie, dans cette famille. Je voudrais encore une fois retourner à l'éducation, où on est actuellement en ce qui concerne la modernisation des cursus de l'éducation et de l'enseignement. On s'arrête toujours à l'application de la technologie informatique.
l'essaye d'avoir un système d'apprentissage comme les systèmes d'apprentissage à distance qui existent sur les plateformes ouvertes, où on peut mettre l'école d'une façon virtuelle, où on peut un petit peu tirer les responsabilités des enseignants concernant les évaluations des étudiants, c'est-à-dire ces systèmes et l'application technologique dans les écoles peuvent être à avoir la transparence au processus de l'éducation. Donc l'application de la technologie est très très importante. Pourquoi? Pour qu'on puisse être au sommet des mêmes niveaux de l'éducation mondiale, comme dans les pays avancés dans le domaine. Canada, Finlande, tout ça. Également, en ce qui concerne la construction de l'être humain, les méga-projets viennent à s'ajouter à cette construction, puisque non seulement c'est la prospérité économique, mais également, comme on a dit, c'est une chance pour la formation des jeunes, pour bien être accueillis sur le marché du travail, et également la lutte contre le chômage. Et bien sûr, ça va donner de bons résultats en ce qui concerne le niveau de moyen et long terme. Aujourd'hui, si on parle de ces projets, on trouve que à peu près 213 000 projets émergents ont été soutenus à travers le renforcement de la capacité institutionnelle de plusieurs entités financières en Égypte. Également, en ce qui concerne l'inclusion monétaire, il y a la Poste égyptienne qui joue actuellement un rôle très important. On l'appelle quelquefois la banque des pauvres, et avec 3000 bureaux, elle couvre tout le pays. C'est un nombre de bureaux, d'agences et d'institutions autour de l'Égypte entière, pas uniquement à la capitale, vraiment très important, et qui reflète les dimensions du progrès et du développement durable au cours duquel nous sommes en train d'émerger actuellement. Selon vous, quelles seront les étapes à venir afin de continuer sur la bonne voie du développement durable? On peut commencer, tout d'abord, on peut commencer par les méga-projets du président Abdel Fattah el-Sisi. On a le projet national pour le développement de Sinaï. On ne peut pas donner à tout le monde les raisons réelles de la création de chaque projet. Parfois, on a des perspectives beaucoup plus loin. On ne peut pas les expliquer. Par exemple, le développement de Sinaï va faire la déconcentration du peuple depuis la vallée du Nil vers le désert. On aura chance de travail, on aura plusieurs domaines à faire travailler, même les pauvres et même les ouvriers. Il y a la création de la plus grande capitale administrative, Future City, qui fait 7 fois de Paris. Je parle toujours de distance. La superficie, oui. Sans doute, la création de cette nouvelle ville administrative n'est pas créée tout d'un coup. C'est-à-dire, quand je viens de me documenter, ça fait travailler 200 000 d'ouvriers. Imaginez, il y a de centaines d'ingénieurs. Tout ça va faire rouler un petit peu le marché du travail, même pour les pauvres. Donc les projets feront sans doute travailler ou lutter contre le chômage avec les projets sociaux que vous venez de citer maintenant. Donc les projets, on ne peut pas récolter ou bien avoir les résultats tout d'un coup maintenant. Oui, pourtant il y a d'autres projets, leurs résultats, leurs fruits sont autour de nous. Par exemple, avec cette initiative de Vie digne, on a vu la lutte contre les bidonvilles, plusieurs quartiers et villes afin d'héberger et de donner un logement à ceux qui vivaient jadis dans les bidonvilles, par exemple, ont été créés. On peut citer par exemple Asmarot, ce quartier fabuleux destiné aux familles qui vivaient dans les bidonvilles. Également l'eau potable qui est maintenant accessible dans la plupart des villages.
Justement, l'énergie, si on parle de l'énergie, l'Égypte, il y a quelques années, souffrait de plusieurs pannes d'électricité. Aujourd'hui, on a insuffisant d'électricité, un excédent quand même d'électricité et de l'énergie. Et bien sûr, on a accès à l'énergie renouvelable. Oui, il y a aussi la création, le projet de la création d'une centrale nucléaire à Aït-Daba, comme vous avez su ça. Pour les projets comme l'Asmarat et tout ça, ils ont pu, avec le minimum de possibilités de vie, présenter une vie luxueuse auprès de l'ancienne ou bien l'ex-vie des pauvres. L'électricité, l'eau potable, la chance d'avoir une école à l'entourage même pour leurs enfants, des garderies. Il y a des centres d'éducation, des petits centres comme ça parce que c'est très proche de moi. Voilà, ce sont des projets qui encouragent à avoir une vie digne, comme vous venez de dire. Oui, et pour résumer notre sujet pour aujourd'hui, comment investir ou bâtir l'être humain en Égypte, les piliers de cette construction, selon vous, quels sont ces piliers? Je peux commencer par l'éducation et terminer aussi par l'éducation. Oui. L'éducation civique, je viens de penser à cette idée aujourd'hui. Pourquoi soutenir l'éducation civique? C'est-à-dire que les étudiants, les jeunes, les membres de la même famille même ne sont pas cultivés au niveau d'avoir leurs droits et leurs devoirs, d'avoir comment être convaincus avec les projets, comment encourager les projets de leur pays, comment encourager les idées du gouvernement. Il y a toujours des gammes qui sont contre, et c'est normal, mais ils doivent avoir les informations nécessaires pour être pour et encourager les projets de leur pays. Oui. Alors, on tient à encourager toujours les bons pas sur la bonne voie afin d'avoir le développement durable en Égypte. Et je tiens à remercier Mme Nermine Adel Torfa, formatrice et interprète. Merci pour toute l'équipe et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens à remercier également Dr Mohamed Nasr qu'on a reçu avec un appel téléphonique au cours de notre édition. Et c'est ainsi qu'on termine notre édition de direct pour aujourd'hui. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.